Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. L'opposition sénégalaise est en colère, très en colère. Et le point de saturation est intervenu le jeudi 19 avril avec la révision du code électoral qui impose désormais à tout candidat à une élection un parrainage de 0,8% du corps électoral. Une disposition qui a déclenché le courroux de l'opposition sénégalaise qui parle de recul démocratique et même de tentative pernicieuse de la part du chef de l'État d'écarter de la course présidentielle tout concurrent candidat. Alors, qu'en est-il dans la réalité? La démocratie sénégalaise est-elle réellement en péril? Le Sénégal sortira-t-il des tensions politiques à répétition? Deux Sénégalais avec moi pour en parler. Lati Diouf, vous êtes le vice-coordonnateur de la Convergence des cadres républicains, membre de l'APR, Alliance pour la République, le parti présidentiel. Pour vous, le vote intervenu ce jeudi 19 avril vise tout simplement à assainir et à renforcer la démocratie sénégalaise. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moustapha Dramé, vous êtes le secrétaire général et porte-parole de Réumi, le parti de l'opposant sénégalais Idrissa Seck. Lui a été brièvement interpellé le jeudi 19 avril, détenu quelques heures au commissariat central de la Médina avant d'être relâché. Vous me disiez avant cette émission que la démocratie au Sénégal s'est terminée, que la démocratie est morte donc au Sénégal. Alors, est-ce fantasme ou réalité? On le verra au cours de cette émission. Merci. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous les auditeurs. Des députés à l'Assemblée nationale qui échangent des coups de poing, cela arrive rarement à l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est dire que la loi électorale qui a été votée ce jeudi 19 avril cristallise réellement les passions. Alors, vitalité démocratique ou démocratie en péril, c'est un reportage signé Deo Garcia Spodo de notre rédaction de Dakar au Sénégal. Le projet de loi sur le parrainage électoral a été adopté jeudi 19 avril 2018 au Parlement sénégalais, approuvé par 119 députés de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Dans ces grandes lignes, le texte indiquait au départ que chaque candidat devrait obtenir au préalable 1% de signature du corps électoral pour le compte des élections. Cette disposition sera ensuite modifiée et ramenée à 0,8%, soit 52 000 signatures requises pour les candidatures au lieu de 65 000. Jusqu'ici réservé aux candidats indépendants à qui la loi demandait 10 000 signatures, la conditionnalité du parrainage devient donc intégrale et concerne toutes les élections, que ce soit présidentielles, législatives, départementales ou municipales. Je suis très proche des populations, je suis un élu à la base et je sais le nombre de félicitations déjà que je reçois de mon Mérina Dakhar natal, du Kayor natal des profondeurs. Et tout le monde est content. Vous connaissez la position des Sénégalais sur cette affaire. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont lamentablement échoué et qui voulaient nous entraîner dans une impasse. Nous sommes des responsables, nous avons refusé cette impasse et nous avons battu en brèche tout ce qu'ils pouvaient dire. Le parrainage citoyen et intégral fait donc son entrée dans la constitution sénégalaise. Pourtant, il est décrié par la quasi-totalité de l'opposition politique et une partie de la société civile. La veille de son approbation par le Parlement, un collectif de 24 associations de la société civile et certaines autorités religieuses avaient appelé le président Macky Sall à un compromis avec les protestataires. Rien n'est fait. Dans un climat de contestation émaillé de violents affrontements, la nouvelle loi fait désormais partie du texte fondamental de la République sénégalaise. L'opposition dénonce une manœuvre visant à disqualifier un certain nombre de candidatures, mais la majorité, quant à elle, explique que le texte permettra de réduire le nombre excessif de prétendants aux législatives et à la présidentielle. C'est la démocratie sénégalaise qui a été bafouée, une fois de plus. Elle l'est gravement aujourd'hui avec la décision qui vient d'être prise. Pour cette raison, nous avons décidé de quitter la salle et de ne pas accepter une telle forfaiture. C'est une vraie forfaiture qui vient de se réaliser. Beaucoup de mépris pour ce qui s'est passé aujourd'hui et cette majorité robotique télécommandée depuis Paris d'ailleurs, puisque l'acteur principal n'a pas eu le courage de rester au Sénégal. Il a préféré prendre la tangente, comme à chaque fois que c'est important dans ce pays.
Et ce faisant, il a violé même ses obligations constitutionnelles. Parce que la Constitution, l'article 39, dit qu'il est le garant de la sécurité et de la stabilité nationale. Et il ne peut pas créer une situation de tension un peu partout dans le Sénégal et ne même pas avoir le courage de rester et de parler aux Sénégalais, ce qui est déplorable. Le système de parrainage n'est pourtant pas une nouveauté au Sénégal. Depuis 1963, la loi exigeait des candidats à une présidentielle d'être parrainés par un parti politique ou par 10 députés. Ce nombre avait ensuite été réduit à 5 avant que la disposition ne soit retirée du code électoral. En 1991, une nouvelle loi obligeait les candidats indépendants à obtenir 10 000 signatures. Des dispositions que vient remplacer le texte approuvé le 19 avril 2018 et qui entrera prochainement en application. Monsieur Diouf, je voudrais commencer cette partie avec une question de principe. Et je vous la pose avec d'autant plus de gravité que le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. On ne peut pas citer des exemples de démocratie sur le continent sans citer le Sénégal, si ce n'est même citer le Sénégal en premier. Le 19 avril dernier, des citoyens sénégalais ont été interpellés, parqués en groupe, dans une cellule du commissariat central de Dakar, pendant près de 20 heures, sans qu'on ne leur dise ce qu'on leur reproche et sans qu'ils aient accès à un avocat. Est-ce que dans un État de droit comme le Sénégal, c'est quelque chose que vous pouvez déplorer, voire même condamner, parce que votre pays, le Sénégal, a des exigences de préservation des acquis démocratiques? Merci Richard. Je salue mon compatriote qui est en face de moi. Je resterai sur les premiers propos qui reconnaît que le Sénégal est une démocratie confirmée, où cet alarmisme-là n'a absolument pas de sens, parce que j'aimerais, avant qu'on ne s'écarte et qu'on apprécie les réactions des uns et des autres, revenir sur ce qui a suscité tout ce tintamarre-là. Alors, comme disent nos frères ivoiriens, il ne faut pas chercher histoire là où il n'y a pas géographie. Il s'est passé qu'en février, il y a eu un projet de loi qui a suivi son parcours normal et qui, dans la substance même, ne suscite aucune inquiétude pour des gens de bonne foi. Si on lit le texte, je peux vous rappeler quelques motifs qui justifieraient peut-être on reviendra sur la loi, hein, on reviendra sur la loi, le contenu de la loi, les implications de la loi, les enjeux de cette loi, le factuel, le fait pour vous que vos compatriotes, parce que ne parlons pas d'appartenance politique, l'habeas corpus, le Sénégal l'a intégré. Le fait que vos compatriotes aient été interpellés dans ces conditions, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez déplorer? Je réponds très précisément à votre question en vous disant ceci. Il ne vous a pas échappé que nous sommes à Paris actuellement, que moi-même, le jour du vote, j'étais à Paris tout comme vous et mon co-débatteur. Et je n'ai pas, je dois l'avouer, suivi ce qui s'est passé. Je réponds, je n'ai pas encore fini. Je l'ai rattrapé parce que j'aime bien m'informer de ce qui se passe dans mon pays. Et ça m'a rappelé ce qui s'est passé à Paris, parce qu'il y a eu aussi des velléités de manifestations à Paris. Si on pouvait appliquer la loi sénégalaise ici à Paris, je pense que des mesures fortes auraient été prises. D'accord. C'est votre réponse à la question, M. Dramé. Une fois que j'ai fini de poser cette question à M. Diouf, je dois vous demander, à vous aussi, qu'est-ce qui amène un ancien Premier ministre qui a déjà été dans sa vie investi de l'autorité publique, à braver une interdiction de marché et à drainer des gens avec lui pour aller, avouons-le, c'est ça l'intention confirmée, perturber les travaux de l'une des institutions les plus respectables de la République, l'Assemblée nationale. Ok, merci Richard. Si les choses s'étaient déroulées comme vous venez de le dire, ce jour-là, en ce moment-là, dans cet endroit-là, j'aurais démissionné de Rewmi tout de suite. Je connais Idrissa Seck. Je sais ce qui s'est passé. Il est parti à la marche. En cours de route, il a tenu une réunion avec les membres de Rewmi. Il leur a dit, on va marcher.
Si on nous interdit aux abords de la frontière d'interdiction de ne pas passer, vous vous arrêtez. Nous étions à 500 mètres de l'hémicycle. Oui, mais la barrière, il ne l'a pas traversée, lui, avec ceux qui le suivaient. Il leur a dit, vous vous arrêtez. Tout seul, il avait le droit. Constitutionnellement, tout seul, il avait le droit de passer. Donc, il leur a dit, vous ne manifestez pas, vous ne jetez pas de cailloux et vous ne suivez pas. Vous ne me suivez pas si on nous interdit de passer. Vous venez de dire qu'il a tenu une réunion. Oui. Vous savez que l'arrêté Ousmane Ngom de 2011 interdit des réunions politiques. Non, c'est chez lui. La réunion, c'est chez lui avant de partir à la marche. Oui, chez lui avant de partir. D'accord. Parce qu'il faut faire une différence entre attroupement et rassemblement dans le code. D'accord. Et ça, c'est très intelligent. Il leur a dit la différence entre les deux. Donc, si on nous dit arrêtez-vous là, vous vous arrêtez. Moi, tout seul, j'ai le droit d'y aller parce que la Constitution ne me l'interdit pas. La loi ne me l'interdit pas. Monsieur Dramé, donc, on sait que M. Seck n'a pas la passion des débats parlementaires, ça se saurait. S'il s'y rendait, c'est sans doute pour aller perturber. Ah non, il est parti pour manifester, pour défendre les principes. Mais c'est interdit. Et il serait... Non, ce qui est interdit, c'est d'interdire la marche. C'est ça qui est interdit. Interdire la marche, c'est ça qui est interdit. Devant l'Assemblée en 2012, nous étions présents tous. Abdoulaye Wade avait autorisé que les gens s'y rendent. Et à partir de cet instant-là, tout Sénégalais a le droit de manifester dans les conditions normales. Et l'État a juste le droit d'encadrer ces marches-là pour éviter les débordements. Idrissa Seck n'a failli à aucun droit et il n'a absolument pas lésé. Donc par contre, son interpellation était illégale. Totalement illégale, que je condamne d'ailleurs, comme tous les autres leaders. Revenons à la loi, au contenu de la loi. C'est ça le plus important aujourd'hui. Monsieur Dramé, dites-nous, en France, pour être candidat à la présidentielle, il faut 500 parrainages, il faut 500 signatures. Mais pourquoi je parle de la France? J'aurais pu vous parler du Mali, j'aurais pu vous parler du Burkina Faso. Ces pays, et j'aurais pu vous citer d'autres encore, ont instauré des mécanismes pour freiner la montée inflationniste des candidatures. Pourquoi c'est un problème au Sénégal, ce qui est normal ailleurs? Alors, ce qui est normal ailleurs n'est pas forcément ce qui vaut ailleurs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de la France. La France, c'est des élus. C'est des élus qui parrainent et ils sont 500. Pourquoi est-ce qu'au Sénégal, on ne prendrait pas les élus pour éventuellement parrainer? Pourquoi on ne l'aurait pas fait s'il fallait copier la France? Non, c'est deux systèmes différents. Là, il s'agit de citoyens qui vont parrainer les candidats. C'est encore plus facile quand on sait que des candidats ont dû abandonner de par le passé la course à la présidentielle en France, faute de signature. C'est même plus facile d'avoir la signature, le parrainage de simples citoyens que d'en avoir d'élus, non? Oui, c'est plus facile quand on sait à qui on a affaire. C'est plus facile de passer par la fenêtre lorsque la porte est vraiment fermée. C'est ça le problème. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à Macky Sall. Oui, Macky Sall. Macky Sall, ça veut dire quoi, depuis qu'il est au pouvoir, n'a jamais rien fait dans les conditions normales. Il a toujours tout promis, il a toujours fait le contraire. On sait à qui on a affaire. On sait très bien qu'il nous dira 1 et il fera 1000. Donc dans ces conditions-là, en fait, cette situation, c'est d'abord une situation de crise de confiance totale. Au Sénégal, on ne fait plus confiance à Macky Sall parce que sa parole ne va ni à l'église, ni à la synagogue, ni à la mosquée. Sa parole est complètement rejetée de partout. Dans ces conditions, nous sommes méfiants sur ces propositions et nous avons intérêt à encore être méfiants parce qu'il nous a donné des preuves qui montrent effectivement qu'il est capable de tout. Fonctionnons par hypothèse. On y va. Macky Sall, le président Macky Sall passera. Le Sénégal est éternel. La loi qui vient d'être votée vaut pour le Sénégal et pour l'avenir. Au-delà du président Macky Sall, est-ce que l'idée de limiter des candidatures fantaisistes, oublions le président Macky Sall, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous intégrez au-delà du manque de confiance qui visiblement existe entre vous et le président de la République? Oui, le principe de limiter les candidatures.
je dirais qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comment limiter les candidatures et quelles candidatures faut-il limiter? C'est ça le problème. La problématique principale, c'est ça, c'est le but recherché. En fait, Macky Sall est aujourd'hui dans une situation existentielle. Existentielle pour lui-même par rapport à tout ce dont il a été accusé. Et peut-être qu'il aura des comptes à rendre, existentiel pour son entourage par rapport à tous ceux qui sont accusés et qui auront des comptes à rendre, existentiel pour son parti, parce que ce que les Nias et les Tanor n'ont pas compris, c'est que ce parrainage-là aussi, c'est une préparation de faire de l'APR le grand parti du Sénégal. Donc du coup, il en profite pour casser ces deux dynamiques. Ils n'ont toujours rien compris, ces vieux loups de la politique sénégalaise. Donc en fait, la vérité dans ce parrainage-là, c'est que, c'est anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel dans un premier temps sur la non-modification par l'article 103. Tout le monde le sait, on ne va plus revenir là-dessus, d'accord? Sur le mode d'élection qui ne doit jamais être modifié. Et c'est lui qui l'a instauré, parce que c'était dans son référendum. C'est lui qui l'a instauré. Parce que vous pensez que cette nouvelle disposition modifie de façon sensible le mode d'élection, le mode de scrutin? Ça ne fait pas que modifier, ça écrase tout. Ça écrase tout, dites-vous, mais très rapidement, que répondez-vous très rapidement à M. Dramé? Visiblement, il y a un manque de confiance, alors, total, entre le pouvoir que vous représentez à cette table et l'opposition sénégalaise. Alors, si vous permettez, je ne répondrai pas de cette façon. J'aurais voulu avoir le même temps que lui parce que ce débat a besoin d'être recadré. Allez-y. J'ai accepté de venir parce que je trouvais que les trois parties qu'on nous proposait de discuter étaient assez équilibrées et très pertinentes. Et on joue un match dont on connaît déjà le score. La loi est passée le 19. L'opposition promet que ça ne fait que commencer. Mais avant d'aller, parce qu'on arrivera à ces accusations, j'ai envie de dire, j'aurai des réponses par rapport à ça. Mais j'aimerais juste qu'on recadre les choses et qu'on commence par ce pourquoi on est là. Il y a eu cette loi, vous aviez commencé à décrire son parcours. Que dit cette loi? Parce que qu'est-ce qui reste en réalité? C'est la notion de parrainage. Or, il y a plusieurs articles qui intéressent les Sénégalais. Ça me rappelle l'ambiance du référendum où sur les 15 points, il y a 1 ou 2 points qui étaient contestés. Sur tout le reste, ils étaient d'accord. Mais dans la surenchère médiatique, ils étaient en train de dire que le Sénégal est au bord du gouffre, que plus rien n'est respecté. On assiste à la même situation. Ça n'a pas changé. Sur les motifs, j'insiste là-dessus. Je ne convoquerai pas des données constitutionnelles. Notre ministre de la Justice, qui est un constitutionnaliste compétent et respecté, du moins il l'a été, jusqu'à ce que l'opposition trouve qu'en étant ministre, il est plus... Mais il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres constitutionnalistes compétents et respectés qui ne pensent pas la même chose que lui. Au Sénégal, j'en ai pas vu beaucoup. D'accord. J'en ai pas vu beaucoup, très honnêtement. Vous nous expliquez, mais la vraie question aujourd'hui, nous l'avons rappelé, les nouvelles dispositions de votre code électoral qui instaure le parrainage. La vraie question aujourd'hui, c'est comment se fait-il que, alors que des organisations de la société civile, les chefs religieux, les imams, même l'épiscopat sénégalais ont demandé plutôt au président de la République que toute nouvelle loi ait une base consensuelle? Comment se fait-il qu'on en arrive à une situation où des députés de l'opposition claquent la porte? Le président Macky Sall est un républicain. La dénomination de son parti, si ça devait être la seule preuve, Macky Sall a fait le choix de créer un parti qui s'appelle Alliance pour la République. Et tous les actes qu'il a posés depuis qu'il est là dans le sens du renforcement de nos institutions concourent à cet idéal-là. Le Sénégal est un pays de dialogue. Dès qu'il se passe quelque chose de tendu entre les populations, il y a beaucoup de forces, de régulateurs qui s'activent pour éviter le pire. Et quand on a vu la surenchère de communication de l'opposition qui était en parfait déphasage avec ce projet-là, on peut comprendre que des gens qui sont pères de famille, qui sont responsables, que ce soit des responsables coutumiers, religieux et tout ça, qu'ils s'alarment et qu'ils essayent de jouer cette médiation auprès du président de la République. Mais cela n'affaiblit en rien la qualité de cette proposition de loi. D'accord, monsieur. Et la majorité l'a adoptée et l'opposition
à jouer le même jeu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on joue un remake. Oui, mais vous entendez les arguments. Vous entendez les arguments. Et certains Sénégalais pensent... J'entends des accusations, oui. Ben, elle peut valoir aussi d'arguments. Certains Sénégalais pensent que le président sénégalais est tout simplement en train de trouver des subterfuges, des mécanismes, des artifices pour écarter de la cause présidentielle des concurrents potentiels. Alors, si on regarde, c'est pour ça que j'insiste pour qu'on reprenne, ça ne prend pas beaucoup de temps, qu'on reprenne le parcours et le contenu de cette proposition. Alors, écarter des concurrents, ça n'a absolument aucune pertinence dans ce cas de figure-là. On a assisté à une situation réelle qui a inquiété tout le monde, et je ne vous parle pas de constitution, je vous parle de terrain. Bon. Lorsqu'on ne trouve plus assez de symboles pour représenter des listes, lorsqu'on a épuisé les couleurs, dans l'impression de liste, je peux même vous raconter une anecdote, après les élections législatives, on a dû payer... juillet 2017. Voilà, on a dû payer des suppléments parce qu'il y avait encore des palettes, quand je dis on, les institutions d'ici, des palettes de papier de liste qui étaient restées là-bas. C'est vrai qu'il y avait 47 listes au total. Une liste coûtait, je crois, 382 ou 86 millions. En tout cas, il a fallu 18 milliards de francs CFA, monsieur Dramé. Ne serait-ce que le seul argument financier. 18 milliards de francs CFA, rien que pour les listes électorales. C'est un argument, ce n'est pas un argument pertinent à vos yeux? Si seulement, c'était ça seulement, la conséquence de la situation, on le saurait. En réalité, ces partis politiques, qui les a créés? Macky Sall a créé 111 partis politiques, enfin validé 111 partis politiques depuis qu'il est président. Macky Sall a financé des partis d'opposition, 15 millions, pour qu'ils se présentent à ces élections. Donc l'argent du Sénégal qui passe par ici, par là, tout ça, il en est maître, c'est lui le gestionnaire. Il aurait pu, mais non, je finis juste, il aurait pu par rationalité et par anticipation, si les chefs d'État, se dire que 47 listes quand même, ça fait gros, ça coûte cher, dans la mesure où il y a le pauvre Sénégalais qui n'a rien à manger, il fallait le mettre, s'il est rationnel. Mais justement, pour revenir à ça, c'est pour te dire juste que cette loi, j'ai dit tout à l'heure, elle est discriminatoire au-delà de son effet ou de sa situation anticonstitutionnelle. Il y avait déjà, et ça le président l'a rappelé, tout comme les membres de la majorité, il y avait déjà des exigences par rapport, ou du moins des critères pour les candidats indépendants qui devraient avoir 10 000 signatures. Et justement. Alors maintenant, nous avons une harmonisation par rapport à tous les autres candidats. L'équité républicaine. Non, s'il vous plaît, oui. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Dès l'instant où on emploie le terme candidat indépendant et parti politique, oui, la différence, elle est faite tout de suite au niveau des élections, au niveau du processus, au niveau même des justificatifs qu'il fallait fournir. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.